L'art est-il un produit? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec Ariane Loz, Isabelle de Maison-Rouge, Paul Ardenne et Bertrand Grémont. Le métier de galeriste, en fait, c'est, enfin pour ma part, quand j'écris la galerie, c'est d'abord un travail de fond, de dénicheur. Et en fait, ce qui est primordial avant tout, c'est la démarche des artistes, indépendamment de sa signification monétaire. Mais bien entendu, à nous aussi, après avoir fait ce travail de fond, de promotion et de diffusion, de vendre le travail. Mais bon, par contre, une galerie comme la mienne aujourd'hui, qui s'est développée, ça fait une dizaine d'années, c'est sûr que les artistes ont évolué et leur prix aussi par rapport à leur démarche, leur diffusion. Mais on ne peut pas parler forcément d'artistes de marché, c'est plus une galerie d'auteurs et c'est ça qui est très important de souligner aujourd'hui. Après, aujourd'hui, après 10 ans d'activité, je commence à agrandir un petit peu l'écurie avec des artistes dits historiques, qui permettent aussi d'équilibrer en fait la vie de la galerie, produire en fait les jeunes artistes. Bon, indépendamment de ça, il y a d'autres modèles que j'ai développés au sein de la galerie pour permettre de générer de l'argent. Mais c'est important de souligner que c'est avant tout un travail d'auteur. Tout s'est construit indépendamment de sa signification monétaire. Ce sont 3 investisseuses qui s'intéressent de près à notre entreprise. Il s'agit simplement de les charmer et de balayer du revers de la main leurs inquiétudes. Et on a intégré des animations et puis des extraits de notre nouveau produit dedans. Faut les bluffer. Oui, mais les questions de contenu et théorique... Faut storyteller notre propos. Et on n'a toujours pas fait la preuve du modèle économique. Foncez. C'est pour ça qu'on vous paye. On dit qu'à partir des années 80-90, justement, la question du marché est venue se greffer et peut-être même parasiter un petit peu ce que l'on appréhendait par l'art contemporain. Quels sont les enjeux aujourd'hui que vous reconnaissez par rapport à ces questions? C'est complexe. On parle toujours de l'art contemporain comme d'un label. On simplifie, toujours on dit voilà, art contemporain. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on en parle uniquement parce qu'il y a un événement spécifique comme ça, qui tout d'un coup sur la place retentit, une œuvre polémique de, par exemple, un artiste américain, McCarthy, Place Vendôme, ou bien la question de cet horrible bouquet de tulipes de Jeff Koons, soi-disant cadeau offert à la ville de Paris, en fait opération menée par un ex-galeriste du producteur que Jérôme de Noirmont, donc vraiment quasiment une filouterie, on pourrait dire, comme ça. Et là, on parle de l'art contemporain, et c'est très faux. Ça donne une idée, au fond, extrêmement trompeuse d'une réalité où d'abord il y a un très grand nombre de créateurs isolés qui n'intègrent pas le marché et qui forment de très loin l'immense majorité des troupes. On pourrait dire que la plupart des artistes n'ont pas de lien avec le marché. Parce qu'ils n'ont pas de galerie, parce qu'ils ne vendent pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire dans des circuits. Et ça touche des créateurs de tous âges. C'est pas seulement l'artiste émergent, comme on dit, celui qui cherche à se rattacher à tout prix, comme ça, à une écurie d'artistes, à un prestigieux galeriste, à entrer dans des collections non moins prestigieuses. Bon, la première chose, c'est ça. C'est un milieu qui souffre d'une misère endémique. C'est un milieu où la plupart des artistes n'ont rien, c'est un milieu où la plupart des artistes sont grugés par leurs galeristes. Je ne le dis pas pour Bertrand ici présent, mais c'est un fait. Beaucoup vous en parleront, pas de contrat écrit, one shot, et on voit si ça marche, une exposition. Pas forcément de production et 50%. Évidemment, énormément de problèmes, des procès, en veux-tu, en voilà. Enfin, on ne va pas donner des noms ici, mais je pourrais vous en donner avec des gens dont les positions aujourd'hui sont assez éminentes et qui pourtant sont des escrocs par rapport à certains de leurs artistes quand ils étaient galeristes, etc. Bon, donc c'est d'abord ça. Et puis,
À côté de ça, il y a effectivement, vous avez raison de le dire, dans les années 80, une mutation très intéressante. Jusqu'à présent, beaucoup d'artistes refusent le marché, notamment les artistes créateurs qui se veulent de l'avant-garde, qui veulent innover, qui veulent expérimenter. Ils se disent, nous, on ne veut pas se commettre avec le marché, on ne veut pas se commettre avec le capitalisme, par exemple, pour simplifier, avec la bourgeoisie. On est des créateurs indépendants. Et comme tel, l'indépendance, elle exige, elle commande qu'on refuse le système du marché, le système mercantile. Bon. Années 80, ça change. Pourquoi? Parce que beaucoup d'artistes, y compris très radicaux, très intéressants, expérimentateurs, intègrent l'institution de l'art qui elle-même se rénove. Les galeries d'art, bien sûr, mais aussi les musées, les centres d'art, de plus en plus nombreux. Le marché donc, des enchères, notamment, commence à accueillir des artistes très expérimentateurs. Et là, ça change. On voit effectivement un mouvement général lourd, hein, très tendanciel, d'un très grand nombre d'artistes jeunes qui aspirent dorénavant à intégrer le marché. Parce que ça permet plus de visibilité, un soutien aussi déjà, financier. ça permet une vie matérielle plus indépendante. Donc on part sur le principe finalement que l'artiste... il y a un métier d'artiste, donc qui suppose la question de métier, en disant très vite, il ne faut jamais perdre de vue que de tout temps, les artistes ont été des artisans. Il ne faut jamais perdre de vue que Ingres était un artisan, Moreau était... Même les artistes du 19e siècle vendaient leurs œuvres, ils devaient les vendre, ils avaient des ateliers. C'est à partir de la modernité, justement, au 19e siècle, qu'on crée cette espèce de modèle de l'artiste indépendant, l'artiste créateur qui invente un monde et qui donc ne peut pas se rallier au monde tel qu'il est, donc au monde économique, et qui va évidemment être un petit peu isolé, et qui va chercher des soutiens. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme, je ne sais pas, un grand critique d'art comme Baudelaire, c'est quelqu'un qui soutient des artistes, et les artistes lui demandent ce soutien. Même quelqu'un comme Delacroix, hein, ça paraît... C'est une façon d'apporter de la plus-value à l'œuvre. Voilà, regardez Édouard Manet, par exemple, il se fait protéger par Émile Zola. Il y a ce fameux portrait de Zola par Manet qui est incroyable. On voit Zola qui pose dans son bureau, peint par Manet, et devant Zola, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'étude d'Édouard Manet par Émile Zola. Le livre est posé devant. Donc il y a une sorte de circularité. Pour faire vite, disons que longtemps les artistes ont été des artisans. Innovants ou pas, ils devaient vendre leurs travaux, ils s'organisaient, ils se structuraient en ateliers, et on voit que cette tendance qui a disparu, on pourrait dire très peu de temps, entre 1880 peut-être pour bien des artistes et 1980, cette tendance de nouveau s'est réaffermie, comme vous le disiez. Gerda van Rooyen, Financial Advisor. France Chambord, Communication Consultant. Elizabeth Warren, Creative Development. Welcome. I'm the head of the Brussels office of Ally, Ariane Loos International. We would like to start with a few general questions about the growth potential of the company. Yes, I've prepared a PowerPoint. Perfect. With figures and numbers? Rather a catalogue of the products and the analysis we've made of the potential of... We know the product. We don't need to go through the catalogue again. But let's chat first. Yes, as you want. Je sais qu'actuellement, vous faites le commissariat d'une exposition autour des thématiques de la Révolution. Si celle-ci est présentée dans une galerie, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, l'idée que ces revendications sont elles-mêmes imbriquées dans un système économique? Là, ce n'est pas une galerie, c'est un espace privé et autogéré. D'accord. Donc, ça règle le problème. D'ailleurs, beaucoup d'artistes qui souhaitaient participer à cette exposition ont demandé dans quel cadre elle se faisait. Et certains auraient refusé d'exposer dans une institution, à commencer par Petr Pavlensky, cet artiste russe actuellement incarcéré en France, donc il n'a pas pu venir au vernissage puisqu'il est en prison à Fleury-Mérogis pour une action artistique. Voilà, vous pourriez préciser 2-3 actions qu'il a réalisées. Oui, bon, mais c'est un artiste qui en fait se définit surtout comme un opposant à la censure, on pourrait dire son grand combat. C'est un partisan de la liberté d'expression, on va dire radicale.
et qui utilise son propre corps en tant que performeur pour dénoncer en quelque sorte d'abord la Russie de Vladimir Poutine et certaines de ses attaques, notamment d'abord les Pussy Riot par exemple, puis la question de la psychiatrie, donc, qui est un vrai problème, la question évidemment de la toute-puissance service secret, le FSB, voilà. Dans tous les cas de figure, il a fait des actions très spectaculaires. Par exemple, une fois, il s'est cloué les testicules sur la place Rouge pour manifester contre le statut des prisonniers politiques de Russie. Cet artiste, pour revenir à votre question, très clairement a signifié depuis Fleury-Mérogis, puis sa prison, qu'il était hors de question pour lui qu'il expose dans une institution française. Donc il a fallu que je lui explique que ce n'était pas une institution, que c'était un artiste qui avait créé ce lieu, que ce lieu vivait avec ses propres fonds, il ne recevait aucune subvention de l'État. Et est-ce que cet artiste vend Alors le modèle économique de cet artiste ferait bondir bien des gens. Pourquoi ? Parce que d'abord, s'il est protégé, ce n'est pas parce qu'il produit, parce qu'au fond, il n'a rien à vendre. Il pourrait contrôler le flux des photographies, des images, et les vendre, ce que fait par exemple quelqu'un comme Christo, un artiste comme Christo qui emballe par exemple des lieux, il peut pas vendre ce qu'il emballe. Par contre, il a le contrôle total sur la diffusion des images, les cartes postales, etc. Et il a un business plan, enfin j'avais assisté à une conférence une fois de lui, c'est stupéfiant, il a un business plan absolument rodé, il ne demande d'argent à personne, il finance tout, lui-même des projets qui valent des centaines de milliers de dollars, et il finance tout. Pour Piotr Pawlenski, c'est beaucoup plus simple, c'est à l'ancienne. On pourrait dire à l'époque du romantisme, c'est-à-dire il est protégé. Il est protégé par des gens qui ont de l'argent et qui le font des vivre. mécènes. Lui, sa femme, Oksana, sa compagne et leurs 2 filles. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Il refuse le travail. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il est dans une attitude, disons, post-anarchiste, de refus du travail salarié contemporain. Donc l'artiste, il n'y a pas de métier d'artiste pour lui. Non, enfin, c'est-à-dire il est artiste, il l'est dans ses gènes totalement et dans sa vie quotidienne. Alors le modèle qu'il représente, intéressant, c'est-à-dire que c'est un modèle qui échappe au produit, il échappe au principe de l'échange, parce qu'on ne peut pas échanger quelque chose de lui. Par contre, le système, les médias, Internet peuvent échanger une infinité d'images, et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que très vite, ça se met à circuler de façon virale, comme on dit maintenant, et lui, néanmoins, reste quelqu'un qui, au fond, ne bouge pas. À propos de challenge, on a entendu parler d'un possible remplacement de produit. Est-ce une rumeur? Qui vous a dit ça? Si c'est le cas, ce serait une très mauvaise idée. We're gonna take a beating. Notre plan de développement conceptuel est strictement confidentiel. On a tout breveté. Smart. But normal. C'est sage. Merci. La concurrence. La concurrence. We have enemies. As soon as you become visible, you get shot. La concurrence a fait courir le bruit que les effectifs sur le terrain auraient changé. On n'est pas contre le cost killing, mais pas au détriment du produit et du marketing. Je vois pas de quoi il s'agit. Vous savez très bien de quoi je parle. Ariane Lose n'est pas dans votre prochain film. Nonsense! Ariane Lose est la tête de gondole. Je pense que notre public cible n'est pas prêt à des changements. En termes de communication, ce serait une grossière erreur. Certains produits sont encore en phase de test. Et changer maintenant n'a pas de sens. Je ne peux vous en dire davantage. Nous avons des projets qui surprendront nos clients, mais nous les avons bien targetés. Nous prenons des risques, c'est vrai. Mais nous nous engageons à garantir un minimum Si on regarde le dernier bilan, il est clair que vous prenez des risques. Pouvez-vous nous exposer votre stratégie financière? L'expo ici présente est l'exposition de Thomas Deveau, qui est très complémentaire de l'exposition de groupe d'à côté, puisque en fait, à côté, c'est une exposition très physique, très liée en fait, au rapport au sol, à la sculpture. Et ici, finalement, il y a une autre idée plus liée à l'élévation. Alors, pour vous expliquer le propos de mon exposition, qui est très paradoxal, puisqu'en fait, l'artiste a fait sa série dans des rayons de supermarché. Et en fait, son principe, c'était de capturer des rayons avec tout le pouvoir qu'ont certains les supermarchés d'instaurer des espaces liés à des râles de couleurs qui ont une emprise sur le spectateur pour favoriser la consommation. Et lui, de retourner savamment ça à partir de photos prises dans le réel de ces supermarchés, de les flouter en respectant toujours ce râle de couleurs, en réinventant une sorte de transcendance finalement qui va revoir les codes de la peinture abstraite, mais en créant une sorte d'hypnotisation de manière plus transcendantale
que ce qui était joué au départ. Donc c'est intéressant de confronter par rapport à l'exposition d'un côté, puisque finalement là il y a une sorte d'élévation qui au départ partait d'un travail sur la consommation et qui finalement est complètement détourné, comme l'exposition d'à côté, où de la science va se paxer finalement avec l'art contemporain ou avec d'autres notions pour contaminer la serre de l'art. On a assisté à de nombreuses galeries qui ont fermé, Bertrand, et qui parfois ont décidé de fermer pour finalement se débarrasser du lieu. Et quand je dis se débarrasser du lieu, c'est aussi avec toutes les conséquences que cela entraîne, c'est-à-dire plus d'expérimentation à l'intérieur des murs. J'ai entendu un jour un galeriste me dire à quoi bon ouvrir la galerie toute la semaine si on a juste 3 étudiants qui viennent. Tout se fait en off avec les collectionneurs. Finalement, est-ce qu'un vrai galeriste, si on peut dire un vrai galeriste, est de prendre le risque de rester ouvert? Comment ça se passe? Alors c'est la problématique depuis une dizaine d'années qui se produit effectivement. Beaucoup de galeristes ferment pour s'adapter à de nouveaux modèles, plus peut-être liés à une activité de marchand ou plus au contraire sous forme de club, etc. Pour moi, ce modèle n'est pas concevable par rapport à mon métier de galeriste. C'est comme finalement un théoricien qui va écrire des bouquins mais sans jamais exemplifier ce qu'il dit. Paul le fait très bien par rapport à certains sociologues ou critiques d'art qui sont dans un jargon, etc. Et il est important de mettre la théorie à l'épreuve de la pratique dans un lieu. Après, c'est sûr, la question financière pourrait être compliquée. Il a fallu s'adapter. Finalement, comme toute idée d'entreprise, à une nouvelle type d'économique, comme vous l'avez tous les deux souligné, il y a des pratiques aujourd'hui avec multiples moyens de diffusion que sont les réseaux Internet, par exemple, les différentes plateformes, etc. Et moi, au sein de la galerie, j'ai développé un modèle pour créer différentes synergies, faire revenir les gens. En utilisant Internet, par exemple, alors, ou les applications Instagram? C'est des modèles très simples, c'est recréer des synergies. Donc, d'avoir une galerie, d'avoir 2 galeries, en fait, permettait de faire des projets un peu plus expérimentaux à côté, en invitant soit un critique, soit une expo en complémentarité avec un artiste un peu plus établi, de manière complémentaire, ou alors ouvrir des brèches avec un artiste qui va se différencier de l'artiste pour ouvrir vers d'autres identité de la galerie, amener d'autres publics, faire des tables rondes, faire des dîners, finalement des choses très simples. Ce sont des événements mondains qui permettent aussi d'installer toute une énergie particulière aussi au service de la vente des œuvres. Voilà, et puis de faire rencontrer aussi différents acteurs de manière bien dosée, bien évidemment, mais puisqu'en fait, le marché ne s'articule pas que entre le galeriste et le collectionneur. Il y a les journalistes, il y a les critiques, les musées, les centres d'art, les VIB, les officiels, etc. Et au-delà du système et du microcosme de l'art contemporain que sont les foires sur lesquelles beaucoup de galeristes pendant plusieurs années se sont rendus complètement dépendants, moi, en recentrant sur un grand espace de la galerie, prenant finalement une certaine forme d'autonomie, la galerie a retrouvé une activité dynamique et qui fonctionne. Vous avez évoqué justement la question des foires, on peut aussi penser au biennale. Tout cela en fait participe d'un renouvellement des formats de monstration de l'art. On a parlé au début de l'art moderne et donc des premiers salons, où pour voir une œuvre il fallait se déplacer, et qui était souvent tributaire d'un intermédiaire qui était le critique, qui émettait finalement un jugement de valeur plus ou moins tranchant et catégorique, qui faisait que l'œuvre tombait dans les oubliettes, on va dire, ou était intégrée dans le circuit de l'histoire de l'art. Et donc finalement, on se rend compte déjà que le marché de l'art est un régulateur, mais l'histoire de l'art en est un autre. Et aujourd'hui, finalement, avec ces systèmes de monstration, on assiste à une sorte de tourisme culturel qui fait que l'art, et l'art contemporain en particulier, qui est souvent, encore une fois, identifié à quelque chose d'assez spectaculaire, eh bien, se confond peut-être avec la culture. Isabelle, est-ce que cette porosité entre culture et art... il est certain qu'on a une
l'antinomie que Paul a déjà soulevé un petit peu tout à l'heure. D'un côté, il y a un aspect extrêmement médiatique de l'art contemporain. On en parle tout le temps dans tous les journaux, mais souvent plutôt dans les pages économiques que dans les pages culturelles ou artistiques. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Et People également aussi. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Et en effet, la plupart des gens sont consternés par rapport au prix qu'on nous annonce, parce que c'est surtout des prix dont on nous parle. En fait, maintenant, on est rentré dans une culture du chiffre. C'est-à-dire, on va nous donner des chiffres absolument phénoménaux qui peuvent même pas, on ne peut même pas les concevoir. Qu'une œuvre puisse valoir le prix d'un immeuble à New York, ça nous paraît inconcevable. Et puis on va nous parler du nombre de publics qui est rentré dans une exposition, comme si ça faisait la valeur de l'exposition. Moi, je considère qu'une exposition qui est vue par 3 personnes, mais qui apporte vraiment beaucoup à ces 3 personnes, c'est une exposition qui peut être considérée comme tout à fait réussie, même si on n'en parle pas dans les journaux. Finalement, la différence entre l'art et la culture, ce serait cette question du chiffre. La culture serait plutôt accessible à un grand public, mais alors à ce moment-là, on tombe dans le travers d'un art qui serait élitiste et puis un art qui serait beaucoup plus populaire, mais à ce moment-là, c'est du divertissement. C'est peut-être ça aussi le problème fondamental de l'art contemporain. Est-ce qu'on est justement sur un art d'élite ou un art accessible ? Je pense qu'il faut voir les choses peut-être plus globalement. C'est la question de l'industrie culturelle. Alors vous parlez du divertissement, il y a une logique de divertissement qui a remplacé la logique de culture. Dans les années 40, quand l'Organisation des Nations Unies met en place la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc en 1948, il est clairement dit que les États signataires doivent prendre en charge la culture. Plus seulement la sécurité, la santé, l'éducation, mais la culture aussi. Et donc, c'est extraordinaire. Bon, l'État ne fait plus une culture d'État à proprement parler, mais une culture, on pourrait dire, d'épanouissement. C'est sa charge. Sauf que ce système vertueux s'est dévoyé en un système, alors on va dire vicieux, effectivement, qui est celui de l'entertainment, du divertissement. C'est-à-dire que progressivement, on est passé, on pourrait dire, voilà, on va dire, on est passé de Jean Vilar, grosso modo, c'est-à-dire un théâtre populaire, une culture populaire, à des cultures qui sont diffusées sur maints réseaux, auxquelles on demande effectivement de faire du chiffre tout le temps, d'être validées par le succès médiatique qu'elles rencontrent, avec l'amplification bien sûr du phénomène de la valorisation par les médias, de la valorisation par la critique, de la valorisation par la valorisation elle-même. C'est un phénomène intéressant. Vous savez, quelqu'un, on lui demandait, mais pourquoi êtes-vous connu? Un artiste disait, écoutez, je suis connu parce que je suis connu. Voilà. Vous voyez, c'est un peu une plaisanterie, mais c'est une façon de dire que la question de la valeur intrinsèque des œuvres, des contenus, ne se pose plus à partir du moment où la validation médiatique est faite, elle devient quelque chose d'indiscutable. Exemple, l'exposition Fondation Vuitton, la collection Schutzkin, par exemple, personne ne s'est posé la question donc de la manière dont c'était accroché, etc. Il y a eu un très grand nombre de visiteurs, des centaines de milliers, donc c'est un immense succès. Or, il s'agit, on pourrait dire, essentiellement d'une opération à la fois de communication et de merchandising, dont j'aurais voulu être le commissaire d'exposition, parce que si je vous disais le montant que la commissaire était payée, franchement, nous autres pauvres théoriciens d'art, on irait faire la queue devant la Fondation Vuitton en disant « Prenez-moi comme commissaire, prenez-moi comme commissaire ». What is the core business after all? Are we really on the same wavelength? Pour revenir à une question de contenu, comment envisagez-vous l'évolution des produits dans un système de production basé sur la répétition et la variation? Car somme toute, le principe que vous déclinez se répète. Quelle est la position du management sur cette question? Nous parlons d'une seule voix quand cette question est soulevée. C'est dans la répétition et même la redite que la qualité apparaît. Nous créons un label de qualité. On ne demande pas à un pull Saint James d'être léger et fluide. Non, il doit être chaud, épais, et ne pas faire de bouloche. Oui, très bon exemple. Vous devenez une valeur sûre, en bref. Il y a 2 points qui sont intéressants dans ce que vous
vous racontiez, il y avait la question de la valeur sur laquelle j'aimerais qu'on revienne peut-être dans un deuxième temps. Et puis cette ce phénomène aussi, c'est-à-dire qu'on a évoqué justement le passage finalement d'une culture d'État à un État un peu culturel avec tous les flous que ça engendre, et aussi l'idée que finalement l'État n'a peut-être plus les moyens de subvenir au soutien, on va dire, de l'art, et de plus en plus on perçoit le relais par des institutions privées. Vous avez également été invité pour une émission qui parlait de ce que faisaient les fondations et les fonds privés à l'art. Alors là, encore une fois, il y a toute une complexité d'éléments qui sont à démêler. Dans un premier temps, il est vrai que c'est quelque chose dont on doit aussi louer la positivité, puisque on a accès, la générosité, les fondations donnent. Voilà. Et puis d'un autre côté, vous mentionnez justement le fait que ça sert aussi la visibilité et les intérêts, on va dire, d'un capital de visibilité de ces fondations avec un type d'art aussi particulier. Et donc là, on se retrouve encore une fois sur un art qui serait de la communication, qui serait encore une fois au service d'un capital de visibilité. Et finalement, l'art tombe toujours dans le travers d'un produit, parce qu'il est peut-être trop raccroché à l'époque dans laquelle on est, et finalement ce n'est peut-être pas le problème de l'art, mais le problème de l'époque. La chose est assez simple dans ce que vous décrivez, c'est qu'au fond, on s'intéresse de plus en plus aux médiateurs et de moins en moins au contenu et à ce qui est médié. Et en fait, c'est ça, tout le problème est là. En fait, que les fondations d'art contemporain existent, c'est bien et c'est mal à la fois. Que l'État ait les moyens ou pas les moyens, c'est bien et c'est mal à la fois. Et si vous voulez, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment la confusion règne et comment ce qui est pris pour l'art n'est pas l'art, mais ce qui le valorise. Et donc, ça ne peut profiter qu'à un très petit nombre d'artistes qui jouent le jeu, qui effectivement produisent en fonction de ce qui est demandé ou implicitement attendu, avec pour résultat une grande partie de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Où est le sexe, par exemple? Où est la vraie violence dans cet art-là? Il n'y en a plus, parce que beaucoup d'artistes produisent d'une manière auto-censurale, si vous voulez. Ils préfèrent s'auto-censurer plutôt que s'entendre dire non, ça, tu comprends, tu peux pas exposer ça à la Fondation Vuitton, par exemple. Bon, en fait, c'est une question de confusion. Et ça me renvoie à la pensée intéressante d'un sociologue romain qui est Mario Perniola. Perniola avait écrit il y a quelques années un petit livre qui avait fait scandale parce que son titre, c'était « Contre la communication ». Alors, les gens disaient, mais enfin, comment pouvez-vous militer contre la communication, alors que plus on communique, normalement, mieux on se comprend, plus on échange, plus on peut faire société. On fait du commun, finalement. Voilà, au fond, ce que Perniola s'attache à montrer, c'est que le principe même de communication a été dévoyé au profit non plus du message, mais du messager. C'est-à-dire que c'est le messager qui devient, en quelque sorte, le structurateur du message. Et en ce sens-là, peu importe ce que vous valorisez, l'important, c'est qui valorise. Ce qui est valorisé. Justement, voilà. ce qui valorise. Un dévoiement de la communication. Ce qui valorise, lui aussi, est assez complexe parce qu'on devrait lui ajouter un S si c'était possible. On a évoqué rapidement la question de cet écosystème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un artiste qui produit une œuvre, mais sans un critique qui le valoriserait en l'expliquant, sans un galeriste qui le vendrait, sans un collectionneur qui l'achèterait et sans le public aussi qui viendrait lui donner, ou pas d'ailleurs, sa légitimation, enfin son goût, son affect. On se rend compte que tout ça ne tient plus et s'effrite. Donc finalement, qu'est-ce qui fait la valeur? Boltanski et Arnaud Esquer, dans un livre récent, ont tout simplement dit c'est le prix. C'est la seule valeur tangible, c'est la seule valeur Ce qui est complètement faux par ailleurs, parce que ça peut être un repoussoir, très exactement. Bon, tout le monde sait très bien que, par exemple, un artiste comme Jeff Koons aujourd'hui n'a aucun intérêt sur le plan de l'esthétique depuis au moins 25 ans. Il en a eu d'ailleurs très peu, c'est une sorte d'artiste post-pop qui jouait avec les codes de la consommation, au moment des simulationnistes, etc. Bon, voilà, mais non, le prix peut être généralement aussi un indicateur pour les gens avertis qu'il y a une escroquerie, en quelque sorte symbolique, qui est au travail. Donc, faire très attention à ça. Mais finalement, on tombe dans un travers, encore une fois. Ça veut dire que si un artiste réussit et vend très très bien, il faut forcément s'en méfier. Alors que finalement, ce que fait Koons, sans le défendre, mais en analysant la chose de façon objective, c'est aussi être le reflet d'une société. Il est l'esprit du lieu et de son temps. Non, je dirais qu'il est l'esprit de la mousse de cette société. Il n'est pas du tout l'esprit de cette société.
Je ne pense pas que la plupart des gens dans cette société occidentale en aient quelque chose à faire de Jeff Koons. C'est la métaphore du ballon et de la bulle spéculative qui va peut-être exploser. Ça n'intéresse pas tout le monde. Ça n'intéresse que quelques médias spécialisés ou effectivement des gens qui sont en attente d'un peu de mousse comme ça, générale. Mais les gens qui aiment l'art contemporain, il ne faut jamais l'oublier. Là, je suis Bertrand et son modèle de galerie, sont des gens qui généralement cherchent un rapport beaucoup plus profond à ce qu'est la création artistique. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sentent que quelque chose se joue ici, qui est une représentation du monde à l'image de ce monde complexe et non pas à l'image, on pourrait dire, de ce qui constitue l'artificialité de ce monde ou des petites agitations d'opérette à des fins médiatiques. Vous voyez, donc ça explique pourquoi moi je crois très fortement au modèle de la galerie comme espace topologique, vraiment comme espace dans lequel on peut voir des œuvres, on peut rencontrer des artistes, on peut prendre vraiment la mesure de ce qu'ils font et sortir justement de cette espèce de, au fond, d'agitation permanente, sans cesse accélérée par les médias et qui finit par construire une image complètement erronée de ce qu'est l'art contemporain. Les véritables amateurs d'art contemporain, je pense, et vos acheteurs, vos collectionneurs, Bertrand, sont des gens qui ont une très grande connaissance de l'art, je n'en doute pas un instant, et qui sont totalement indifférents à ces sortes d'agitations qui n'excitent que les médias en général. C'est en effet toute une génération d'artistes qui vont se mettre à nous montrer des choses et qui vont nous laisser la possibilité de réfléchir. Donc je pense par exemple à un artiste qui a fait une banque de miel. Donc il produit du miel à partir de végétaux qui ne poussent qu'en ville, qu'à Paris par exemple. Et à partir de cela, il se rend compte que finalement son miel est bien meilleur que celui qui est fait à côté de champs de colza qui ont eu toutes sortes d'épandages de produits qui sont pas forcément très bons pour la santé. Et donc finalement, on s'aperçoit que le miel urbain est meilleur. Et donc finalement, c'est intéressant qu'un artiste nous le dise. Après ça, je pense à Tiffaine Calmette, qui est aussi une artiste qui utilise aussi des végétaux qui poussent aussi dans des zones interurbaines. Et à partir de cela, elle constitue un repas. Et elle nous invite à déguster de choses étonnantes. Elle va travailler en association avec une chef cuisinière. Et ensemble, elles vont produire toute une succession de plats qu'on va déguster et qui sont des saveurs qu'on ne connaît absolument pas, mais qui vont peut-être réveiller en nous des saveurs anciennes. Et je trouve ça très fascinant, donc cette idée que les artistes vont s'infiltrer un petit peu partout avec des œuvres qui ne ressemblent pas du tout à des formes classiques et habituelles. Revenons à la base de ce que représente le produit. Comment positionnez-vous votre produit dans un marché très dense et très compétitif? Quel en sera l'impact? Produit, ce n'est pas seulement un produit. Nous essayons de faire sens. En plus, nous sommes les seuls à maîtriser toute la chaîne de production, de l'idée à la réalisation. Nous maîtrisons le process. Exactement. C'est l'obstacle à votre développement. Une entreprise qui n'a pas pris le chemin de nombreux partenaires pour se développer est vouée à l'échec. Je ne peux pas m'avancer sur des questions de stratégie. Elle ne pourra jamais faire face au flux de la demande. Il faut penser écosystème, interaction, réseau. Et économie circulaire. On est à l'heure du numérique. Le produit vieillit, inéluctablement. Il faudra préparer son recyclage. Nous voulons avancer main dans la main avec toutes nos équipes. Tous les jours, nous tissons des relations de confiance avec nos nouveaux partenaires. Le produit n'existe pas. Seule la confiance. C'est une évidence. Mais Ariane Loz est bien un produit. Ariane Loz International ne l'a-t-elle pas fabriqué? C'est pour ça qu'on peut l'acheter. Souvent, quand je décris mon dispositif de travail, je dis que je fais des films, que je fais toute seule, les gens me disent « Ah bah oui, comme les gens sur YouTube ». Je dis « Ouais, non ». C'est exactement... Et je me suis retrouvée à dire c'est exactement le contraire. Parce qu'en fait, quelqu'un sur YouTube va essayer de montrer à quel point il est unique, à quel point lui fait quelque chose de spécial. Il va avoir sa chaîne où il est spécialiste de quelque chose, où il va faire une vidéo pour montrer quelque chose que personne n'a vu. Et moi, j'essaie de mettre en scène quelque chose que tout le monde connaît. Noël, tout le monde le fête, en tout cas dans nos régions, beaucoup de gens le fêtent.
Et on le fait tous de la même façon. On se retrouve tous avec les mêmes situations un peu étranges, les cadeaux moyennement appréciés. Enfin, il y a toutes sortes de situations qu'on peut reconnaître. Et finalement, on partage beaucoup plus qu'on ne le pense. Et que je pense que dans l'espèce d'individuation poussée à l'extrême dans lequel nous pousse le néolibéralisme et l'avènement des réseaux sociaux, retrouver ce qu'on a tous en commun, parce que j'ai un ami qui a écrit sur le texte, Florian Guettet, qui me disait « Oui, elle est incroyable la cuisine, avec ses portes en chêne. Portes en chêne !» Donc je me suis dit « Mais génial, il a projeté sa cuisine, il a projeté... donc, finalement, peut-être l'artiste est ce qui fait la grande différence justement entre l'amateur, celui qui aime, celui qui tous les jours publie un petit peu sur des vitrines virtuelles, et puis l'artiste, celui qui s'investit aussi avec une intentionnalité, on va dire peut-être certainement plus forte. Ce serait non pas de viser l'exceptionnalité et du coup le spectacle et le spectaculaire dans lequel aussi on nous pousse, mais quelque chose de beaucoup plus intime, en tout cas de beaucoup plus... je ne sais pas si tu as un mot qui te viendrait pour qualifier tout ça, on va dire commun. Oui, recréer du commun. Oui, le bien commun, ce qu'on partage, et je crois que c'est quelque chose de très précieux. On partage beaucoup plus qu'on ne Finalement, l'imagine, la construction de la valeur aujourd'hui ne serait plus une valeur construite par tout un réseau, on va dire, de personnalités aussi du monde de l'art, mais peut-être par cette valeur d'autant plus rare qui est aussi la reconstruction, on l'a dit justement, de cette question du commun. Moi, c'est ça, je ne veux pas parler de la valeur, c'est les valeurs. On a des valeurs communes, on a des... Bon, et c'est pas juste le rituel de Noël qui parle des valeurs, mais les valeurs, c'est des choses qui sont morales, qui sont... Moi, je m'en fiche de la valeur et du produit. Est-ce que vous pensez que nous arrivons peut-être aujourd'hui à cette fabrique du commun? Est-ce que vous avez le sentiment que d'un écosystème mis en place pour soutenir la plus-value en fait de l'œuvre, finalement dans des formes un peu plus souterraines, underground et de proximité, on tendrait vers ce type de valeurs-là et ce serait... Moi, je pense qu'en effet, on voit arriver beaucoup de collectionneurs de différentes régions ou autres qui en ont assez d'agréger des œuvres chez eux, de les accumuler. Ils sont très contents, ils les mettent au mur, puis après ça, il n'y a plus de place, alors on va prendre un storage, etc. Au bout d'un moment, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'accumulation de tous ces objets qui les intéressent, mais c'est en effet des moments exceptionnels. La rencontre avec l'artiste, le partage, l'échange, tout ce qu'il peut y avoir d'enrichissant et qui est immatériel, totalement immatériel. Donc en dehors de l'aspect simplement produit dont on parlait tout à l'heure de l'objet, il y a tout ce supplément d'âme dont on parlait auparavant. C'est ça qui est important, c'est en effet tout l'enrichissement que va apporter cette relation à l'art qui passe soit par l'œuvre, soit par l'artiste, soit par la connexion avec un galeriste qui va savoir très très bien en parler, un critique, un commissaire, tous ces gens qui viennent enrichir les relations humaines plus que ce qu'on paye et ce qu'on accroche chez soi. Parfait.